Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision et vous pouvez nous avoir justement sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tous les jours du lundi à dimanche. Et bien sûr, vous n'avez qu'à liker tout de suite nos pages et vous aurez des notifications. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne, comme je le dis toujours. Eh bien, Afrique, phénomène d'influenceuses et d'influenceurs, Nouvelle trouvaille de l'Occident pour distraire les Africains, c'est notre grande interrogation. Afrique, phénomène d'influenceuses et d'influenceurs, nouvelle trouvaille de l'Occident pour distraire les Africains. En tout cas, nous nous interrogeons. L'influenceur fatigue, ce nom donné au sentiment de lassitude des consommateurs vis-à-vis du marketing d'influence montre combien, à force d'être cerné par les influenceurs sur toutes les facettes de la vie, le consommateur veut s'échapper de cet étau qui ne lui laisse plus son libre arbitre. Enjoy Phoenix, Squeezie ou encore des stars de télé-réalité continuent d'être justement extrêmement sollicités par les marques pour tenter de jouer sur leur popularité et leur proximité avec les consommateurs. Ils possèdent des millions d'abonnés sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Pourtant, ces derniers s'engagent moins et la confiance qu'ils accordent s'estompe. Le monde des influenceurs est-il en plein renouveau? Dans ce monde de la digitalisation, tout va très vite et les pratiques changent rapidement. En Occident, les marques raffolent les influenceurs pour leur campagne marketing. Les blogueurs de beauté sur YouTube multiplient les partenariats en vue de promouvoir des produits cosmétiques de diverses marques. Elles ne sont pas les seuls. Les youtubeurs gaming participent eux aussi à la promotion de jeux vidéo à travers des parties en live ou des vlogs. Oui, je n'ai pas dit blog, mais vlog, V-L-O-G-S, contraction de vidéos et de blogs. Des déplacements ou même des posts sponsorisés sur les réseaux sociaux. Les marques s'affichent donc aux côtés des influenceurs à travers Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat. Au début de ce mouvement, eh bien, il faut préciser que les consommateurs assez crédules suivaient les tendances et n'hésitaient pas à faire confiance à leur personnalité préférée. Prête à consommer au moindre conseil, le taux de conversion des abonnés devenait pertinent pour les marques. On allait même jusqu'à des millions, voire des millions de vues. Mais désormais, les choses ont radicalement changé. Sur le continent noir, on se demande ce que le mot influencer signifie réellement. Les influenceuses et les influenceurs africains sont fans des ragots, d'insultes et de clashs, de prostitution et j'en passe. Sur les réseaux sociaux, ils disent tout haut ce qu'on ne dirait même pas si on avait un peu de respect pour les autres. On critique, on politise et les gros mots ne manquent pas. On a l'impression que ces nouveaux youtubeurs viennent d'une autre planète et ont créé un monde où la perversité est un style de vie. Que dire des suiveurs? Ils sont parfois des millions à les regarder. Pour l'Africain averti, nous sommes en plein cœur des protocoles de Toronto où un article déclare distraction. Distraction et encore distraction. Distrayez-les pour qu'ils ne pensent qu'aux choses viles, le sexe, l'alcool, le tabagisme et la drogue. Oui, et bien d'autres encore. Oui, distrayez-les pour qu'ils ne regardent pas à ce qui est important. Ils ne doivent pas regarder à ce qui doit changer leur vie et surtout leur communauté. Oui, nous sommes en plein dedans. Ceux qui ont rédigé les protocoles de Toronto avaient compris très tôt que Internet, les séries télé, les films, les documentaires, le téléphone, les tablettes servaient leurs intérêts. Ils sont donc nombreux aujourd'hui les Africains qui sont tombés dans ce piège. Et on parle aujourd'hui d'influenceuses, d'influenceurs, mais qui n'apportent absolument rien à la société. Chose curieuse, mesdames, messieurs, c'est que ces derniers ont des vues, des millions de vues pendant ce temps. Si nous vous parlons de l'Afrique, eh bien, on censure, on triture, on découpe et parfois on efface carrément bien sûr, des liens des réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous avons voulu nous interroger ce matin. Afrique, phénomène d'influenceuses et d'influenceurs, nouvelle trouvaille de l'Occident pour distraire les Africains. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Nous sommes ce matin avec le président Banda Khalil avec nous pour répondre à nos questions. Président Banda Khalil, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Jocelyn. J'espère que vous allez d'ailleurs très bien. Je ne vous ai pas vu depuis un moment. J'ai une pensée pour votre épouse, j'espère qu'elle va bien. Elle va bien. Je salue tous les millions de téléspectateurs qui sont attachés désormais à Panafricaniste TV. Oui. Panafricaniste TV, dont nous saluons l'avènement. Je salue le technicien qui s'active
n'est-ce pas, à nous garantir un certain standard de production. Ce n'est pas évident. Donc je voudrais vraiment me réjouir de retrouver cette communauté que nous avons constituée dans l'urgence. Exactement. Pour sauver le combat que nous menions contre les assauts de la France et ses valets locaux. J'ai suffisamment insisté dessus, je n'y reviendrai pas. Donc je suis content, n'est-ce pas, de retrouver ma famille, de retrouver notre instance médiatique et géopolitique. Très heureux de voir un président Badakani. Vous savez que même si vous êtes absent de corps, en esprit, on est toujours connecté. Vous devez le savoir. C'est évident. En tout cas, j'étais absent, mais j'étais dans le front du combat. Exactement. À un autre niveau. À un autre niveau, justement. Très heureux de vous avoir cet après-midi parce que nous sommes déjà à plus de 14 heures. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas évident du tout d'être là également. Afrique, phénomène d'influenceuses et d'influenceurs. Nouvelle trouvaille de l'Occident pour distraire les Africains. C'est notre grande interrogation. Président Badakani, depuis que nous avons commencé ce combat, si nous balançons justement les vidéos sur YouTube, Facebook et bien d'autres plateformes numériques, parfois on est censuré. Mais, remarque faite, désormais sur le continent africain, on a un phénomène qui dépasse l'entendement. Ce phénomène, c'est les influenceuses, les influenceurs. Parfois, ils n'ont rien à dire. Parfois, c'est carrément la prostitution. Des choses viles, des choses qui ne servent à rien. Mais ces derniers, alors, ces dernières également, parce que les femmes pratiquent énormément ce nouveau business. Et là, ils ont des milliards de vues. Ben, je crois que votre introduction à la thématique de ce débat, n'est-ce pas, a posé les jalons de compréhension de ce phénomène. Le premier jalon, c'est les éléments basiques, c'est-à-dire que c'est lié au phénomène Internet en soi, les réseaux sociaux, comme on les appelle, c'est-à-dire c'est désormais c'est un carrefour de communication. C'est la connectivité à un niveau très élevé. Des milliards d'individus sont connectés sur des plateformes qu'on appelle réseaux sociaux. Et donc, évidemment que ça fait un marché. Ça fait un marché pour des acteurs économiques qui l'investissent. Et le phénomène d'influenceurs, initialement, vulgairement parlant, à première vue, si on veut parler de ça, on peut dire, ok, ce sont des personnes qui modifient les comportements des gens, influencent les gens dans le but d'orienter leur consommation. Et du coup, évidemment, des entreprises initient des stratégies marketing qui intègrent, n'est-ce pas, le phénomène des influenceurs. À partir de là, ça peut être un métier. Puisque à partir d'un certain niveau de vue, vous monétisez, vous convertissez ça en millions, en centaines de milliers de francs, ça dépend de la monnaie que vous utilisez. On peut gagner son argent là-dessus. Donc, si vous construisez un réseau de fans, un réseau de suiveurs, vous êtes un influenceur. Oui. Et vous pouvez convertir ce réseau d'influenceurs, ce réseau d'influence en argent, en stratégie marketing que des entreprises, des marques, vous avez parlé de ça, des marques peuvent, n'est-ce pas, utiliser comme espace pour élargir, n'est-ce pas, la vente de leurs produits. Mais, selon les statistiques, vous avez autour 15, 16%, 14%, 17% de personnes qui vivent réellement, n'est-ce pas, de ce métier-là, à la base comme étant un métier où on élargit les espaces de consommation, où on facilite la consommation des produits. Donc, à la base, c'est ça. C'est-à-dire que ça, vu ainsi, dans la dynamique des réseaux sociaux, en principe, ce n'est pas un problème. Mais en réalité, en Afrique, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pas du tout. D'abord, si vous prenez la marge de personnes qui vivent de cette affaire, vous comprenez que c'est quand même marginal pour expliquer le phénomène que nous vivons en Afrique. Et c'est là où votre interrogation devient d'une importance particulière. C'est-à-dire que est-ce que les dynamiques d'influenceurs, bien d'influence qui sont dégagées par les réseaux sociaux, n'est-ce pas, est-ce que même sur le plan économique, cela est justifié? C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement question de vendre les produits? Non. Les dynamiques d'influence que nous voyons dans le continent africain aujourd'hui, très peu s'inscrivent dans cette dynamique-là. Parce que pour gagner beaucoup d'argent, il faut être régulier à un certain niveau de vue. C'est-à-dire que, et ça dépend des plateformes, YouTube,
Instagram, Facebook, TikTok, Facebook, Twitter, Snapchat, ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes modules de prix. Ce n'est pas la même chose. Vous ne l'utilisez pas de la même manière. Donc, et de là à faire un métier. Rares sont les influenceurs en Afrique qui peuvent faire cette affaire un métier. Mais quand on constate la prolifération des influenceurs et des influenceurs en Afrique, on se pose une question. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui. Alors, ça pose un problème de sociologie des influenceurs. Et là, votre question est très importante. Moi, ça me rappelle, Jocelyn Ngo, ça rappelle quand les Occidentaux, ici, à un certain niveau de leur pénétration, vous savez, séduisaient nos chefs. C'est un chef africain, c'est un chefferie africain était séduit. On donnait du whisky. Et des miroirs. C'est-à-dire que l'effet miroir, quelqu'un se voit dans un miroir, il boit du whisky, il est complètement fou. C'est-à-dire, à partir, il se voyait sur un miroir, ça produisait un tel effet qu'il pouvait, c'est-à-dire, sacrifier les intérêts de sa communauté parce qu'il se mirait. On a vécu des expériences comme ça. Oui. D'abord, il y a des musiciens qui ont chanté, il y a des gens qui ont écrit ça. Il y a des chansons de Francis Bébé, par exemple, qui relatent ce phénomène-là. L'effet que ça avait sur des gens. L'effet que ça avait sur des gens. Donc, je me vois dans un miroir et ça produit un effet bizarre. C'est-à-dire mon rapport à mon image. Le rapport à mon image. Donc, ça qui est des dégâts à l'époque. Les gens se bagarraient, on jetait des pièces d'argent, les gens se faisaient des guerres pour une bouteille de gin, de whisky, de ceci et cela. Et le miroir, par exemple, les gens se faisaient des guerres. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a dans le fond une typologie de l'Africain. Il y a une typologie de l'Africain, une image de l'Africain, des Africains, que les réseaux sociaux véhiculent. C'est-à-dire que le rapport à l'outil qu'on appelle le numérique, le réseau social, qui manipule l'image, qui est un rapport de technologie, c'est-à-dire au-delà du fait que l'audio, le visuel, l'instantané, le tactique, tout ça sont mélangés, sont croisés pour produire de la connectivité, qui fait que je suis ici, je peux parler avec quelqu'un à des milliers de kilomètres. La distance est abolie, je suis ici, j'ai quelqu'un par exemple aux États-Unis, on est connecté, on cause, on se voit en image, tout ça est consort, l'abolition de la distance et de certaines contraintes qui empêchaient la communication sont abolies. Il y a une effet multiplicateur à cette affaire sur le plan technologique qui éblouit les gens. Et qui pose la question de savoir quel est le rapport que nous avons avec ça. Quelle est la relation que nous avons avec ça. Alors, ça pose un problème. Je peux être épaté. C'est-à-dire que non seulement je suis en rapport avec les gens, avec des personnes, la distance est abolie, mais mon rapport à moi-même peut changer. Oui. C'est-à-dire que je peux me projeter, je projette mon image directement sur une plateforme, je suis en contact avec des milliers de personnes, j'y crée un événement, on parle de moi, je me projette. Regardez les relations que nous faisons, par exemple, avec le corps sur Internet. Oui. Comment est-ce qu'on peut qu'une personne reste dans sa maison et a le désir de se mettre nue et de publier ça? Vous voyez comment des jeunes filles, il faut voir ce phénomène-là. Derrière tout ça, il y a une typologie du nègre et de la négresse qui est planétarisée, qui devient un phénomène planétaire. Et à partir de là, on pose la question de savoir en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire? Dans quoi nous excellons dans cette affaire? Je vous dis, si on met de côté la dimension de métier, vous avez des influenceurs de métier, j'ai dit, ils ne dépassent pas 15%. Ils ne sont pas au-delà de 15 à 17%. Tous les gens qui s'achètent sur Internet, très peu ont accès à ce qu'on appelle le métier d'influenceur, au sens, comment on dit ça, au sens classique du mot, que acteur économique. J'ai laissé ça. Le fait que, même à partir de ce niveau-là, on est dans le consumérisme capitaliste. L'Afrique perd à tous les niveaux à ce niveau-là. C'est un marché de consommateurs. On ne propose rien. D'abord, nous n'avons pas de plateformes que nous contrôlons à la base. On ne propose rien. Nous consommons les plateformes, nous consommons simplement les produits. Et un influenceur, il ne fait que vendre des produits que souvent l'Afrique ne produit même pas. C'est vrai qu'il y a un effort de certains Africains qui veulent investir ces réseaux, qui veulent même créer des plateformes africaines, mais on voit très bien comment ils sont confinés dans la marginalité. Parce que le phénomène des réseaux sociaux, l'Afrique ne contrôle absolument rien. Absolument rien.
Donc, la dimension même de commerce, le commerce numérique, vendre les produits, les échanges, une fois de plus, on est dans la pure logique néocoloniale. On est dans la pure logique du néocolonialisme. On est dans la pure logique de recolonisation. Donc, à ce niveau-là, c'est établi. Mais ça s'est doublé d'un phénomène extraordinaire. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous projetons au monde quand on regarde ça? Et c'est là où c'est la dimension géopolitique qui va se poser là. Alors, vous avez posé le problème fondamental de, par exemple, tous ces influenceurs qui émergent et qui ont des milliers, des centaines de milliers de vues. Mais qui est derrière tout ça s'organise, il ne faut pas être naïf. Les algorithmes sont travaillés pour mettre en valeur un ensemble de choses. Mais il y a un gouvernement des réseaux sociaux. Quand vous écoutez M. Macron, c'est ses discours, c'est-à-dire le cyber-gouvernement, c'est-à-dire d'abord on est de plus en plus, on fait basculer les activités des humains dans les réseaux sociaux, dans le numérique. C'est-à-dire, on veut à tout prix amener l'économie réelle dans le numérique. Et on veut rendre ça indispensable. C'est-à-dire que celui qui n'est pas connecté n'existe plus. Celui qui n'est pas connecté, qui n'est pas dans un rapport de connectivité à outrance, n'existe pas. Donc, on nous oblige tous déjà à commencer à aller dans les réseaux sociaux, heureusement. Heureusement que c'est encore un phénomène urbain et semi-urbain. Heureusement. Mais, c'est-à-dire que vous voyez la tendance qui est en train de se constituer. On a vu ça avec le Covid, le projet de digitaliser tout le monde entier, de réduire la vie humaine à une collectivité digitalisée, indique très bien où est-ce qu'on va. Où, on a dit, le nouvel illettré d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté, qui n'est pas dans un, qui n'est pas connecté. On dit c'est un illettré. Celui qui ne maîtrise pas l'écriture numérique, c'est un illettré. Vous voyez tout ça. Donc on est dans cette phase-là. Vous faites le rapport avec l'invention de l'imprimerie, vous comprenez profondément ce qui est en train de jouer, cette nouvelle vie qu'on propose à l'humanité. On parle de cette base-là, c'est-à-dire ceux qui dominent le monde ont la conviction que le monde, l'humain n'aura plus le choix que de basculer justement dans les plateformes sociales, sur les plateformes sociales. Personne n'aura le choix. Si celui qui n'est pas connecté là-dessus va cesser d'exister. D'où l'idée de la 4e révolution universelle avec l'intelligence artificielle. On dit que les métiers de demain, c'est-à-dire beaucoup de métiers qui sont aujourd'hui exercés, vont disparaître. Parce qu'on va basculer l'humanité, n'est-ce pas, dans l'intelligence artificielle. Tous ceux qui ne seront pas branchés dessus seront les marginaux de l'économie. Ils vont rester dans ce qu'ils appellent la vieille économie. Et il est question qu'on les élimine systématiquement. Mais ça, c'est le projet des capitalistes, c'est le projet mondialiste. Quand vous lisez les thèses de Macron, vous lisez les thèses de Trudeau au Canada, l'Union européenne, vous voyez très bien où ça nous met. Où ça est de partir. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un gouvernement, il y a un cyber-gouvernement. Et on sélectionne ce qui doit être dit. Tout à l'heure, vous avez parlé de la censure. Un type de discours est censuré. On ne veut pas entendre certains discours. Dès qu'on les prononce, ce sont des discours de haine. Donc, à partir du moment où certains discours sont interdits, ça veut dire que d'autres discours sont autorisés. D'autres discours sont bien vus par ceux qui cyber-gouvernent, n'est-ce pas, ces nouveaux lieux d'existence, ces plateformes. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, prenez le cas du Covid. On a censuré, c'est cette censure massive. Au niveau des algorithmes, c'est-à-dire que si vous avez un discours qui dérange l'establishment, n'est-ce pas, vous êtes sûr que d'abord, il y a des pays où vos discours ne passent même pas. C'est-à-dire que c'est censuré systématiquement. Quand ce n'est pas censuré, avec les algorithmes, vous êtes marginalisé en termes de vues, même bloqué à partir de certains vues. Mais quand vous dérangez, vos pailles sont simplement supprimées. Oui. Vous comprenez? On a vu ça avec le Covid. Exactement. On voit ça, pas seulement on voit ça aujourd'hui, on voit ça avec un type de discours. Dès qu'un discours dénonce l'impérialisme français, il est attaqué. Dès qu'un discours dénonce l'impérialisme américain, il est attaqué à un certain niveau. Donc il y a un cyber-gouvernement. Macron le revendique. Le Joe Biden, il revendique ça. C'est-à-dire, traquer certains discours qui dérangent l'ordre établi. Mais en tout cas, parallèlement, promouvoir certains discours. Et là, ça revient à la question que vous posez. Cette prolifération, n'est-ce pas, d'influenceuses. Analysez très bien quels sont les sujets. La plupart, vous allez voir, c'est le sexe. Alors le sexe dans sa version la plus scandaleuse. C'est la plus, c'est-à-dire que c'est la sauvagerie, c'est-à-dire que c'est la prostitution, c'est la débauche totale. Et ces discours ne sont pas censurés sur Internet. Pas du tout. Ils sont plutôt encouragés. Oui. Vous voyez l'exhibitionnisme
qui portent atteinte à la pudeur dans beaucoup de pays africains. Sur Internet, ça saute. C'est-à-dire, ayez des législations sur la protection, par exemple, des mineurs, sur ce qu'on appelle la préservation de la pudeur publique. Mais ça vous regarde. Sur Internet, ça n'existe pas. Ces gars sont projetés, ces phénomènes sont projetés à des niveaux extraordinaires. Ce qui détruit la morale publique dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de nations. L'État n'est même plus à mesure de préserver la morale publique. À quoi ça sert d'avoir une loi sur la morale publique, sur la pudeur, sur la protection des mœurs, quand cette loi s'arrête devant le phénomène d'Internet? Et ce phénomène-là, c'est porté par qui? Par les influenceuses. Oui. Si on prend le cas du Cameroun, le dernier en date, prenez l'affaire de cette jeune fille qu'on appelle Fianga. Oui. Cynthia, oui, petite fille, qui est aujourd'hui en prison. Mais c'est bien beau de la mettre en prison. Les gens de Cameroun la prison pour elle, mais elle n'était pas la première à faire ça. Vous voyez? Mais ce phénomène-là, est l'expression, n'est-ce pas, de cette dérive des réseaux sociaux, mais qui est une dérive organisée, qui fait que on promeut l'image qui est produite dans les réseaux sociaux de l'Africain et de l'Africaine, c'est la lascivité. Elle ne brille, par exemple, la femme africaine ne peut briller que par l'exposition de sa nudité. C'est ce qu'elle sait faire, comment dire ça? C'est des formes de prostitution. Fussent-elles les plus raffinées, c'est de la prostitution. Vendre son corps. Vous voyez? Exposer son corps. Ça, c'est l'image de l'Africaine qu'on projette. Donc, c'est une image du nègre qui est basée sur la pétulance. Et ça, c'est Hegel qui disait ça. C'est-à-dire tout ce qui est pétulant, c'est-à-dire la lascivité sexuelle, le rythme, les phénomènes de l'émotion. C'est-à-dire que ça, il brille là-dedans, mais tout ce qui est réflexion, ce n'est pas pour lui ça. Cette typologie du nègre est fortement à cœur dans les réseaux sociaux. Et c'est organisé. C'est organisé. Si vous visitez des pays comme la Chine, allez visiter les plateformes chinoises, vous ne verrez pas des choses comme ça. Pas du tout. Allez en Russie, dans beaucoup, vous ne verrez pas ce genre de choses. Mais tout le continent africain, c'est-à-dire ce qui est la marque caractéristique des Africains dans les réseaux sociaux, c'est la gestion de l'émotion. Dans son côté le plus pervers, animal. C'est entretenu à dessein. Donc, vous avez raison de poser ça sur la table. Donc, ça entretient le mythe et l'idée du nègre qui n'est pas encore entré dans l'histoire. Du nègre qui a pour seul apport dans l'histoire de fournir l'émotion et la bestialité sexuelle qui est demandée par ceux qui ont fini de penser et qui ont besoin de s'évader. Alors pour s'évader, ils ont besoin de négresses qui savent, c'est le terme, procurer des émotions sexuelles. C'est ce à quoi ça sert. Et vous voyez comment ça, quand vous regardez ça, vous voyez comment ça fonctionne. Tout ça c'est articulé. Tout discours d'un Africain qui veut construire une pensée originale, qui veut se démarquer de ça, est censuré. Est censuré. À partir de là, on voit très bien comment les réseaux sociaux sont un outil de recolonisation, sont un outil de maintien de l'Afrique dans un schéma colonial clair. Donc finalement, nous sommes en plein cœur du protocole de Toronto. Il faut rendre mauvais ce qui est bon et le rendre bon. Faut distraire. Très mauvais. Faut distraire. Oui. Ils ont écrit clairement. Il faut les plonger dans la débauche. Oui. Il faut les plonger dans tout ce qui est léger, dans le vulgaire. Bref, il faut les empêcher de penser. Le protocole est clair. Il faut les empêcher de penser. Mais surtout, de penser la même mise de l'Occident sur eux. Oui. De le faire à ce niveau. Tout ce qui est capacité d'initiative et d'autonomie intellectuelle. Et à partir de là, d'autonomie scientifique, d'inventivité scientifique, il faut les empêcher. Alors, il faut libérer leur pulsion sexuelle. Il faut libérer leur libido dans le sens intégral du mot. Ça, c'est un peu. Ça, c'est quoi on appelle ce monsieur-là Freud. Oui. Il faut libérer tout leur libido, leur inconscient. Il faut libérer ça. Et regardez Internet matin, midi, soir. Ça marche. Qu'est-ce que les Africains font? Quand ils s'insultent, ils s'agressent. Quand ils ont fini de le faire, ils montrent leur corps. Ils montrent leur corps. Les gens se filment sur Internet nus. Les femmes montrent leur corps. Les influenceurs qui brillent le plus, allez voir leur argument d'attaque. C'est la bêtise sexuelle. Ce sont les championnes. Même quand ils veulent jouer à l'influenceuse économique, la médiation, c'est quoi? C'est la prostitution sexuelle, c'est la débauche. C'est-à-dire, c'est jouer sur les émotions les plus vulgaires. Oui. Vous voyez, de l'émotivité, c'est l'émotivité sexuelle. Toutes. D'autres qui essaient
d'autres qui ne veulent pas jouer là-dessus vont se servir de leur corps et vendre quelle image? L'image de la prospérité. C'est-à-dire l'image, je suis riche. Ben, on voit le débat, Nathalie Nkwaeko, c'est désolé, et les autres. Je n'ai pas un problème particulier avec elle, mais j'analyse objectivement. Et les autres, regardez-les, elles brillent par quoi? Elles se servent de leur corps pour vendre quoi? Un type de vie. J'étais à Paris. J'ai fait mes emplettes à tel endroit. J'étais en Italie. Jamais on ne montre une plage africaine, un village africain. L'espace africain n'est pas un endroit qu'on peut visiter. Ils ou elles ne vendent pas l'Afrique nulle part. Elles vendent les plateformes, elles vendent l'Occident. Elles vendent les capitales qu'on connaît habituellement. J'étais à la plus belle avenue du monde, c'est-à-dire Paris. On ne sait pas encore Paris est la plus belle avenue du monde. C'est-à-dire on ne sait pas encore. J'étais là-bas et j'ai fait mes emplettes ici. L'image, c'est quoi? Ce sont les stéréotypes coloniaux. C'est-à-dire le bonheur ne peut être que là-bas. Et elles sont les médiatrices de l'accès de l'Afrique au bonheur, pourvu que ce bonheur ait pour site d'accès l'Occident. Les lieux les plus huppés de l'Occident ou consacrés comme tels. Mais regardez, vous allez voir. Donc, on est dans un consumérisme néocolonial. On vend l'idée de l'Occident supérieur en tout. On vend l'idée que l'avenir du monde va se jouer toujours là-bas. Et j'ai réussi parce que je n'ai pas allé faire mes vacances en Europe. Je n'ai pas allé faire mes vacances à tel endroit. J'ai acheté telle tenue, c'était à tel endroit. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc ça pose un problème sérieux. Ça pose un problème sérieux, ça destructure nos sociétés. Parce que, je prends un exemple clair pour qu'on comprenne bien. Regardez la bagarre au Cameroun qui oppose par exemple Eto'o, président de l'Africa Foot, et Coq Sportif, l'ancien équipementier de l'Africa Foot. Mais regardez comment ça se répercute dans les réseaux sociaux. Il n'y a aucune information sérieuse qu'on gagne. Le vrai débat sur le football n'est pas posé sur la table. Le vrai débat sur la problématique de la mafia footballistique n'est pas posé sur la table. Les phénomènes comme le fait que la FIFA ait pris position dans la guerre en Ukraine en faveur de l'Occident sont évacués. Pourtant, c'est pourtant la FIFA renseigne plus que tout sur ce à quoi c'est le football dans le monde en général et dans le pays, dans le continent africain. Aucun débat ne font le poser. C'est une guerre entre frères. C'est une guerre entre frères. C'est demander qui va tuer l'autre. Vous voyez? Alors, c'est ça à quoi ça sert. Mais là, regardez l'impact que le football a sur les mentalités en Afrique. Vous allez comprendre comment, sur le plan géopolitique, on détruit les sociétés, on les destitue, on les fragmente. Il n'y a plus de cohésion. Mais qui fragmentent cette société? Qui tirent les ficelles? Les géopoliticiens, les Macron et les autres, qui peuvent convertir ça rapidement, n'est-ce pas, en des plateformes de déstabilisation. Et c'est ce qui se passe. Puisqu'aujourd'hui, il est établi dans les stratégies, par exemple, de la France, pour reconquérir son influence en Afrique, il y a la cyberguerre, il y a la cyberarmée. Vous voyez que la cyberarmée, c'est quoi? Ce sont les profils qu'on mettra sur Internet. Ce sont des dynamiques cybernétiques qu'on va créer dans le sens d'orienter, n'est-ce pas, les comportements des Africains, c'est-à-dire, comportements des Africains vers... vers des schémas qui confortent la domination occidentale, l'hégémonie occidentale, combattre par exemple le panafricanisme dans tous ses ressorts, combattre ça, éliminer tout discours. Mais maintenant c'est clair dans le plan de Macron, c'est clair, hein? Éliminer tout discours, n'est-ce pas, qui peut nuire à la France, encourager les divertissements, encourager tout ce qui nous dit, les distractions de haut niveau. Tout ça est construit. La question des influenceurs est une question bienvenue qui pose sur la table la question de notre rapport à cet outil. Quand on parle d'influenceurs, il faut voir qu'est-ce qui les héberge. L'outil qu'on appelle les réseaux sociaux. Voilà, l'Afrique joue quel rôle là-dedans? Quel est le rapport de nos États à ça? Regardez comment nos États sont dépassés. Oui. Or, une bonne partie de l'avenir va se jouer là-bas. Exactement. Une bonne partie de l'avenir va se jouer, c'est-à-dire avec la capacité à maîtriser le nouveau carrefour de la communication, dont les réseaux sociaux. Mais quelle est la stratégie africaine? Elle n'existe pas. Aucun État ne s'y planche. Est-ce qu'on est obligé de consommer justement ces réseaux sociaux? Non, tu es obligé. Mais là encore, il y a une démission des élites. Il y a une démission de nos États. Ils sont passés dans les autorités africaines. Je ne sais pas, c'est-à-dire que nous connaissons tous les contraintes qui pèsent sur les vraies dynamiques de changement en Afrique, mais ce n'est pas tolérable. Là encore, on a l'occasion, on aurait pu utiliser ça, de nous rattraper. Ce n'est même pas perdu encore. On peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser la dynamique numérique pour notre compte à nous.
pas comme les Occidentaux veulent faire. Et dans cette affaire, personne n'a le monopole de la créativité dans cette affaire. Personne. Une fois de plus, le génie africain, la plupart de ces plateformes-là, en termes d'invention, beaucoup de gens ignorent que les Africains jouent un rôle important. Prenez ce qu'on appelle la carte SIM. SIM, ça vient de quoi? Simon, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Mais son génie a été confisqué par qui? Au niveau de la propriété. Il a créé un truc, on a mis le nom, mais ça appartient à qui? Ça ne lui appartient pas. Du tout. Ça ne lui appartient pas. Au niveau du brevet, on a réussi à voler ça. Et vous avez plein de choses comme ça en la matière du numérique où les Africains créent. Ce sont les inventeurs, mais leurs inventions, parce que les États africains ne sont pas vigilants, parce qu'il n'y a pas de stratégie au niveau du continent digne de son nom, qui comprennent que mais là, il y a une occasion en or, de rattraper les autres, même de les dépasser. Il n'y a pas une dynamique. Et du coup, le génie africain se perd. Et nous sommes confinés à quoi? À des singeries. À tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on est confiné à la singerie. Même les plateformes d'histoire intellectuelle, où il y a des échanges universitaires et quoi. Dans le fond, qu'est-ce qu'il y a d'original là-dedans? C'est que la répétition, n'est-ce pas, de ce qui vient de l'étranger, on répète les mêmes hégémonies, on est dans le rapport d'hégémonie intellectuelle, on ne veut pas énerver les Occidentaux, on ne veut pas énerver les réseaux parce que le domestique prend le pas sur l'essentiel. Je veux m'insérer, je ne veux pas porter atteinte à ma réputation, parce que telle porte se fermera, telle porte ne s'ouvrira pas. Du coup, on est dans un conformisme, n'est-ce pas, qui fait que même dans les niveaux les plus intellectuels, c'est-à-dire que même à ce niveau-là, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en termes d'inventivité, en termes d'originalité, il n'y a rien, parce que la propriété de l'outil, là encore, ça nous échappe. Il est temps pour les Africains d'inventer leurs réseaux sociaux. Pour terminer, Président Balakani, chose curieuse quand même pour tous les Africains, lorsque j'ai mis ce sujet sur la table, ces influenceuses d'un autre genre sont accompagnés et parfois sont élevés dans nos sociétés comme étant des exemples, comme étant finalement des personnes à suivre. La CAN au Cameroun a été un exemple extraordinaire. Ce qu'on a appelé influenceuses, qui ont été sélectionnées par le ministre des Sports, ça a été fait en déclenchant les véritables anciennes lois du football camerounais. C'est-à-dire qu'on a dégagé des fonds pour récompenser les influenceurs. On se demandait à quoi ils servaient. On nous a dit non, ils vont faire la publicité de la CAN. On a dit mais quel est leur rapport? On a laissé les gloires, les anciens gloires, les Roger Miller et consorts, faisaient des réunions, ils n'avaient pas 5 francs. Mais les influenceurs gagnaient des millions de francs. Et dormaient dans les grands hôtels. Dans les grands hôtels. Vous demandez quels étaient leurs apports. Personne ne vous dit. Mais on connaît les vrais apports. Il y a un phénomène plus grave. Les plus hautes autorités du Cameroun, à des niveaux très élevés, ont signé des ordres de mission pour importer des influenceuses qui avaient des missions spéciales à faire au niveau de l'État. On s'est demandé, mais ok, c'est quoi la mission spéciale? Elles étaient logées à la forme Montfébé. Leur mission spéciale, c'était de venir vendre des performances sexuelles. Ils appelaient ça le bois bandé. Permettez-moi l'expression. Non, il faut qu'on soit cru. Et ils ont appelé ça le bois bandé. Le bois bandé, ce sont des afros de haut niveau qui devaient permettre, par les performances géniales de ces influenceurs d'un autre genre, de rendre heureux certains hauts fonctionnaires de l'État du Cameroun. Tout ça aux frais de l'État du Cameroun. Et ils ont créé un scandale à l'hôtel Montfébé que les gens ont créé dans le monde entier pour qu'on les chasser la nuit et les faire rentrer. Mais c'était des influenceuses. Où est le rapport? Quand vous convoquez les hautes autorités de l'État, ce n'est pas un jeu. Et ça, ce n'est pas seulement spécifique au Cameroun. C'est dans beaucoup de pays africains. Voilà le rapport où on est là-dedans. C'est-à-dire que démolir l'amarture sociale de la société. Casser les ADN civilisationnels qui maintiennent la morale publique debout. On détruit tout ça, on sape ça, par la promotion de la vulgarité, la plus absolue, une vulgarité pas possible. Alors là, il a dit que vous avez des formes humaines partout qui n'ont rien d'humain. C'est ça qu'on est en train de promouvoir. Mais ça, c'est un projet géopolitique. C'est le projet de ceux qui sont derrière le protocole de Toronto. C'est un projet géopolitique. Parce que quoi? Les mondialistes veulent détruire toutes les racines culturelles qui ont constitué les peuples dans le monde. Toutes les racines de civilisation, tous les ressorts culturels, spirituels, religieux. Bref, les racines de civilisation, le projet mondialiste, c'est de raser tout ça et de recréer une civilisation nouvelle qui aura pour racine, mon cher gosse, les data, donc non humains, les algorithmes. Donc tout ce qui est humain, on veut effacer. La dynamique des influenceurs en Afrique s'inscrit dans cette logique.
Quand on a mis de côté, n'est-ce pas, les dimensions qu'on a soulevées en termes de métier, mais le reste, c'est ça que nous sommes en train de voir. C'est un projet géopolitique. Donc, quand vous voyez tous ces influenceurs-là, les gens qui, dans les réseaux sociaux, à titre individuel, mettent en avant leur corps, on pense que c'est un phénomène isolé. C'est pour le naïf qui pense ça. Ce n'est pas isolé. On est dans une coordination de très haut niveau qui se sert de nouvelles plateformes de la vie, n'est-ce pas, pour préparer le monde des mondialistes, qui est un monde sans humanité. C'est ça qui est derrière. Donc, il faut que les Africains se rattrapent. Nous devons inventer nos réseaux sociaux. Ce n'est pas compliqué. Le génie africain est tel que vous prenez un enfant dans les rues, il vous invente un réseau social. Mais s'il n'est pas accompagné par l'État, si ce mouvement n'est pas compris par l'État, si les États ne comprennent pas que c'est là où se joue l'avenir, vous voulez qu'on fasse quoi? Alors, il faudrait que les opinions publiques changent. Qu'une véritable société civile révolutionnaire, panafricaniste, qui a compris les enjeux, s'organise pour faire que des plateformes africaines dignes de ce nom émergent, porteurs d'un projet de civilisation africaine, mais qui est un projet de préservation de l'humanité. Ce n'est pas autre chose que ça. Donc, c'est de cela qu'il s'agit, mon cher Jocelyn. On le voit, chacun voit, on ne dit rien. Chacun voit, on ne dit rien. On est en train d'arriver à une situation où désormais, mais ça se voit devant nous. Ben, vous allez parler dans les réseaux sociaux, aucun débat sérieux ne va se faire. Il faut savoir insulter. Dès que vous évitez d'énerver les Occidentaux, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'éviter un discours qui peut les choquer. Dès que vous évitez ça, insultez vos dirigeants, passez votre temps à saccager votre société, dites n'importe quoi, posez nu, racontez n'importe quoi, on vous met en haut. C'est ça qu'on promeut. On met ça en haut. Vous n'aurez aucune censure. Dites n'importe quoi. Vous n'aurez aucune censure. Les gens s'amusent. Les gens ne savent même pas que dans les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui des usines numériques qui apprennent à tout le monde à fabriquer une bombe. Y compris les armes de destruction massive. Y compris des microbes. Des agents, des virus, n'est-ce pas, qui peuvent servir, qui peuvent contaminer un pays. Les gens le savent. Il y a des sites. C'est pas censuré. C'est pas censuré. Vous fouillez, vous allez voir comment des gens sont même arrivés à un niveau où, à partir d'Internet, on organise, on planifie le terrorisme. C'est connu, mon cher Jocelyn. Donc, n'est-ce pas, il faut que nous nous ressaisissons et que les pays africains, nos États, et bien les nouvelles générations conscientes, se penchent sérieusement sur cette question. Pour que l'Afrique ne soit pas un comptoir numérique. L'Afrique ne soit pas des comptoirs numériques. Vous savez, quand la colonisation a commencé, quand l'esclavage a commencé, c'était d'abord des comptoirs. Des forts militaires, après un comptoir. Un comptoir qui organisait maintenant la destruction de l'économie locale endogène et recrutait les esclaves. Une fois qu'on avait détruit l'économie endogène, les gens étaient devenus des chômeurs, alors qu'ils étaient des grands travailleurs, on les recrutait. Et le comptoir servait à ça. C'est au comptoir que toute cette intermédiation se faisait. Et à partir du comptoir, on fournissait, on ravitaillait les bateaux, n'est-ce pas? C'est comme ça que nos frères sont partis. Donc on est en train de reprendre ça sur le plan numérique. On a en train de devenir des comptoirs numériques en plein 21e siècle, à partir duquel l'esclavage numérique est en train de se mettre en place, où les uns et les autres sont devenus des esclaves numériques. Est-ce que les gens sont conscients de ça? On espère seulement qu'ils ont compris et qui nous ont suivis d'ailleurs cet après-midi. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie, mon cher Jocelyn. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, mesdames, messieurs. C'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Bonne journée à toutes et à tous.